les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour. Pour mieux les connaître, chaque mois sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 70, la création d'emplois. C'est un objectif prioritaire, mission des directs. Dans le journal, la mise en place de Parcoursup pour accueillir une nouvelle rectrice et des soldats réservistes en entraînement antiterroriste à l'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère. Lever les verrous qui freinent la création d'emplois, c'est l'une des conditions pour faire reculer le chômage. Sur le terrain, il faut identifier les potentiels de développement, faciliter les initiatives et guider les porteurs de projets. Ce sont quelques-unes des missions des directs qui ont aussi en charge de veiller au bon respect des règles de concurrence et du droit du travail. Pour en parler, nous accueillons Jacques Muller, le directeur de l'unité iséroise de la Directs Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, ces fameuses directs, ce sont ces directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Bon, voilà, 3 grands pôles d'action. Absolument. Donc les directs qui aujourd'hui ne sont pas toujours encore très bien connus, j'allais dire au sein du grand public, parmi nos citoyens, qui pourtant ont été créés en 2010, cela va faire maintenant 8 ans, et qui constituent en fait la fusion, la mutualisation d'un certain nombre de compétences qui étaient relativement proches. Et donc la mutualisation de 7 services très précisément, parmi lesquels les anciennes directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les anciennes DRIR, les DD et CCRF, donc les services de la concurrence, consommation, répression des fraudes, du commerce extérieur, du commerce et de l'artisanat, du tourisme et ainsi que ceux de l'intelligence économique. Donc tout ça regroupé au sein de ces directs. Alors, 3 grands pôles. Je disais d'abord le pôle travail, évidemment. C'est le T de direct. Absolument. Alors ces directs aujourd'hui sont organisés, constituent ce qu'on appelle des services déconcentrés, organisés autour d'une direction régionale, dans chaque région administrative, donc 13 directions régionales depuis le 1er janvier 2016, et qui se déclinent elles-mêmes ensuite en unités départementales, donc très précisément 12 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont celle de l'Isère. Et dans ces directions départementales, alors les directions régionales d'abord se composent en 3 grands pôles, le pôle T, ce qu'on appelle le pôle travail, qui est plus précisément chargé de la mise en œuvre de toute la politique concernant la législation et la réglementation du travail. C'est là où travaillent les inspecteurs du travail. Et qui comporte notamment effectivement les inspecteurs du travail. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le département de l'Isère aujourd'hui compte une quarantaine d'agents de contrôle qui sont soit des contrôleurs ou des inspecteurs du travail, mais qui comporte également d'autres services qui viennent en appui de cette politique du travail, l'enregistrement des accords collectifs, la validation des ruptures conventionnelles, les règles au repos dominical, les services de main-d'œuvre étrangère pour les étrangers qui souhaiteraient donc accéder à un emploi sur notre territoire. Vous avez ensuite les services dits pôle 3E, donc emploi, entreprise, économie, qui sont chargés effectivement de mettre en place à la fois les dispositifs d'accompagnement et d'aide aux entreprises en matière d'économie, mais de décliner également les politiques publiques d'emploi. Et enfin, un 3e pôle, comme vous l'avez rappelé à juste titre, le pôle C, qui concerne la concurrence et la consommation. Donc à la fois 2 grandes missions, on va dire, le Code du travail, le respect du Code du travail, et puis une autre mission d'animation des filières, du monde économique, cette notion d'animation de plusieurs acteurs, finalement. Oui, alors effectivement, il est vrai que les directions, les unités départementales des directs, comme on dit aujourd'hui, sont souvent principalement connues pour leur intervention dans le domaine de l'application de la législation et de la réglementation du travail, mais comporte également, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, effectivement tout un volet d'animation, y compris sur le champ du développement économique, avec des dispositifs d'aide aux entreprises, ainsi que donc la politique, j'allais dire, de mise en œuvre des publics d'emploi.
Alors, on reviendra sur des exemples concrets dans un instant, mais je profite de votre présence pour parler un peu de conjoncture. D'abord, les chiffres du chômage. On a l'habitude de dire que l'Isère a longtemps été un peu plus épargné. Il y a moins de 60 000 chômeurs sur le département de l'Isère, hein, c'est ça. Et ce chiffre recule. Alors, nous constatons effectivement, au travers d'un certain nombre d'indicateurs, parmi lesquels les chiffres du marché du travail. Alors je rappelle qu'en termes de marché du travail, donc les chiffres du chômage, comme on dit souvent, ne paraissent plus maintenant que tous les trimestres et non plus tous les mois, puisque la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait souhaité davantage, donner une vision sur une période un petit peu plus longue de 3 mois, qui a beaucoup plus de sens en fait que des chiffres qui peuvent enregistrer des variations plus ou moins importantes d'un mois sur l'autre. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, les indicateurs dont nous disposons traduisent une amélioration sensible de la conjoncture économique dans le département de l'Isère, qui, s'agissant des demandeurs d'emploi de catégorie A, sans aller trop loin dans le détail, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui immédiatement disponibles, qui sont à la recherche d'un emploi à plein temps notamment. On enregistre une évolution de ce chiffre, une baisse de 3% sur les 12 derniers mois, qui nous permet effectivement de redescendre sous le seuil des 60 000 demandeurs d'emploi. Pour être très précis, les dernières données au 25 avril nous permettent d'observer donc un nombre de demandeurs d'emploi de 57 570 très précisément dans le département de l'Isère. Voilà pour cette fameuse catégorie A. Alors vous le disiez, parmi les indicateurs, il y a ce redémarrage de l'économie. On sent dans les indicateurs un frémissement de l'économie. Oui, on sent très clairement maintenant depuis, je dirais, le dernier trimestre 2017, une amélioration très sensible qui se traduit également au travers d'un certain nombre d'autres indicateurs. Si j'évoque là notamment les données qui sont données par les directions régionales des finances publiques, par le climat des affaires de la Banque de France, entre autres, qui nous indique que, par exemple, à fin 2017, le chiffre d'affaires effectivement des entreprises, toute activité confondue, s'inscrit à la hausse de 9,1% par rapport à fin 2016. L'activité partielle, qui est une autre des missions des directs, qui est d'accordée aux entreprises qui connaissent des trous d'air ou des baisses ponctuelles, temporaires d'activité, un accompagnement. La baisse était effectivement donc de 17% par rapport à l'année 2016. Les licenciements économiques, qui donnent lieu, j'allais dire effectivement, à un enregistrement, que ce soit au niveau de Pôle emploi, mais également au niveau des services de la Directe qui procèdent à la validation ou à l'homologation des plans sociaux, de ce qu'on appelle aujourd'hui le plan de sauvegarde de l'emploi, très précisément, moins 23% par rapport à l'année 2016. Pour les licenciements économiques. Et vous me disiez que cette reprise, elle concerne tous les secteurs et aussi les PME et les TPE. Absolument. J'allais dire, au-delà des seules grandes entreprises auxquelles on pourrait avoir tendance, j'allais dire, à penser ou à se référer, notamment sur le bassin de Grenoble, en particulier avec l'écosystème, nous constatons une amélioration très sensible de l'activité des entreprises et notamment des très petites entreprises et des PME, donc des petites et moyennes entreprises, qui elles-mêmes sont aujourd'hui très clairement des viviers importants, j'allais dire, de recrutement. Ça, c'est important parce qu'on parle souvent tout autour du bassin grenoblois des fameux pôles de compétitivité, des grands industriels, des nouvelles technologies. Vous nous dites là que les PME, les TPE contribuent et contribueront à cette fameuse reprise économique. Bon, on ne peut pas cacher qu'il y a quand même certains secteurs qui ont du mal à embaucher, qui proposent des métiers en tension. Alors, j'allais dire, c'est peut-être un effet induit également de cette amélioration de la situation de l'emploi, puisque on peut dire que depuis un semestre maintenant, de manière extrêmement récurrente, un certain nombre d'entreprises nous font part de difficultés de recrutement, de besoins en main-d'œuvre beaucoup plus affirmés que ça n'était le cas précédemment, avec en particulier, on peut peut-être dégager trois secteurs d'activité. Je pense notamment au secteur de l'industrie, en particulier de la maintenance, des métiers de soudeur, des métiers de chaudronnier, des métiers d'électricien par exemple, ou d'ajusteur, les métiers du service à la personne, pour lesquels aujourd'hui la demande est forte,
le vieillissement, notamment de la population, n'est pas neutre aujourd'hui dans ces besoins sur lesquels véritablement nous nous engageons là direct avec un certain nombre de partenaires pour mener des actions permettant de répondre à ces besoins en matière de recrutement. Et si je devais citer un dernier exemple, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Alors ça n'est pas nécessairement nouveau, mais avec l'amélioration de la conjoncture, ces domaines-là, effectivement, reviennent également cherche un nombre accru aujourd'hui d'employés ou de salariés. Voilà pour ces métiers donc qui recrutent et qui continueront à recruter. Alors parmi les missions de la Directs, il y a aussi bien sûr l'accompagnement des entreprises et le fait de relayer sur le plan local les grands dispositifs nationaux. J'aimerais qu'on évoque ensemble ces parcours emploi-compétences, ces fameux PEC qui ont remplacé les contrats aidés. Alors, ça peut paraître aujourd'hui être relativement paradoxal d'évoquer à la fois des métiers en tension, des métiers qui font part de besoins de recrutement particulièrement forts, et de voir que reste exclue, que demeure exclue toute une frange de la population qui aujourd'hui est très éloignée d'un retour à l'emploi. Je le disais tout à l'heure, une des missions des Directs, c'est l'accompagnement, effectivement, la mise en œuvre surtout des politiques publiques d'emploi. Et à ce titre-là, l'actualité s'en était fait l'écho durant le second semestre 2017, avec la fin progressive d'un certain nombre de dispositifs qui avaient été annoncés et qui aujourd'hui sont remplacés par un nouvel outil mis en place depuis le mois de janvier 2018, plus précisément depuis février, avec un arrêté publié par le préfet de région, qui s'appelle les parcours emploi compétences et qui marque quand même aujourd'hui une évolution, pour ne pas dire une révolution assez significative dans la gestion des contrats aidés. Le souhait aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de permettre à ces publics éloignés en réalité de l'emploi de pouvoir aspirer à une mesure d'insertion durable. Alors ça concerne les entreprises du secteur non marchand, hein. Alors cela concerne effectivement le secteur non marchand, donc principalement les associations, les collectivités, les établissements publics qui peuvent recourir donc à cette nouvelle mesure, dont l'objet est de permettre, par la mise en œuvre d'un tutorat, d'un accompagnement renforcé, voire d'une formation, de permettre à ces personnes de pouvoir entrer et de pouvoir accéder, j'allais dire, à une mesure d'insertion durable. Voilà, davantage qu'auparavant, l'accent est mis sur l'accompagnement du bénéficiaire. C'est absolument le demandeur d'emploi aujourd'hui qui est la cible du dispositif. Il y avait peut-être par le passé une certaine tendance à davantage, j'allais dire, s'adresser à l'employeur, à la structure d'accueil pour évaluer ses besoins. Aujourd'hui, c'est le demandeur d'emploi qui est au cœur du dispositif. Dans le cadre de ces PEC, donc concrètement, l'employeur nomme un tuteur qui s'engage à suivre au quotidien le bénéficiaire, voire même à le guider vers une formation. Absolument. Et l'ensemble pour faciliter cette insertion durable, donc sur un contrat qui est d'une durée variable de 9 à 12 mois, continuant à bénéficier, parce qu'on a souvent pensé, et on l'a pu le constater au travers d'un certain nombre d'enquêtes, dans l'esprit de beaucoup d'employeurs ou de structures, les contrats aidés avaient disparu. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Le parcours emploi compétences est venu se substituer, certes, aux anciens outils, mais est précisément aujourd'hui là pour contribuer à cette insertion durable, en favorisant par une aide financière également de l'État, qui varie entre 40 à 60% du montant de la rémunération de cette personne en contrat et qui doit favoriser donc cette insertion. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est bien important de souligner que les contrats aidés n'ont pas disparu comme on peut parfois avoir une certaine tendance à le penser, mais est bien là à aider, j'allais dire, dans une période où, on l'a dit tout à l'heure, où on est en recherche de main-d'œuvre, à pouvoir insérer durablement, j'allais dire, un demandeur d'emploi. Ça s'appelle les parcours emploi-compétences, les PEC qui prennent donc le relais des contrats aidés. Jacques Muller, merci beaucoup. Vous restez avec nous pour le journal.
À Grenoble, l'annulation de la procédure de votation citoyenne. C'est saisi par le préfet de l'Isère. Le tribunal administratif a retenu l'argument selon lequel la procédure était inconstitutionnelle. Conçue par la ville, cette procédure ouvrait des droits de vote à des personnes n'ayant normalement pas qualité d'électeurs au sein du code électoral. La justice administrative a donc estimé que les élus communaux s'étaient substitués aux législateurs et avaient dépassé le cadre de leurs compétences. Une sous-préfète spécialement déléguée à la politique de la ville à Grenoble. Chloé Lombard vient d'être nommée à la préfecture de l'Isère. Secrétaire générale adjointe, elle a pris ses fonctions à la mi-mai en provenance du ministère de la Cohésion des Territoires. Une nouvelle rectrice a aussi rejoint l'Académie de Grenoble. Fabienne Blaise a succédé à Claudine Schmitt-Lenné, professeure de langue et de littérature grecque. Elle a été notamment la présidente de l'université de Lille 3. Désormais à la tête de notre académie, Fabienne Blaise a suivi la mise en place de Parcoursup. Près de 37 000 candidats s'étaient inscrits. Après avoir rentré leurs vœux sur la plateforme Parcoursup en début d'année, les 36 559 candidats de l'Académie de Grenoble ont désormais les résultats. Contrairement à APB, les vœux ne sont plus hiérarchisés, mais leur réponse sera différente en fonction de la filière. Pour une formation sélective, 3 réponses possibles, oui, en attente ou non. Pour les formations non sélectives, 4 réponses possibles, oui, en attente, oui si ou oui si en attente. Si le oui correspond à ce qu'ils voulaient depuis leur naissance, tout va bien. Ils peuvent répondre tout de suite. Si il y a des formations qui leur plaisent plus, mais dans lesquelles ils sont en attente, eh bien dans ce cas-là, ils peuvent accepter une proposition, mais signaler qu'ils préfèrent rester en attente pour voir si des places vont se libérer dans la formation qui est plus chère à leur cœur. Les candidats auront ensuite 7 jours pour valider leur oui, mais ils peuvent également rester en attente. Nouveauté du processus, tous les matins, les listes seront réactualisées sur la plateforme. Les candidats connaîtront aussi leur classement sur la liste d'attente. L'Éducation nationale a également mis en place une commission d'accès à l'enseignement supérieur. Cette commission va permettre aux lycéens qui auraient fait 10 vœux dont le résultat serait uniquement des réponses négatives, de saisir la commission pour qu'elle les accompagne et qu'elle leur propose des solutions en matière de formation. En tout, 19 000 places supplémentaires ont été ouvertes dans l'enseignement supérieur, dont 859 dans l'Académie de Grenoble. Et la rectrice s'est aussi rendue au lycée Stendhal pour échanger avec les jeunes sur ce fameux dispositif. Elle a longuement parlé avec des élèves de terminale scientifique, évoquant aussi plus largement la question de l'orientation professionnelle. La lutte antiterroriste et la mobilisation des militaires réservistes, ceux du 93e régiment d'artillerie de montagne, ont suivi courant mai un entraînement intensif à l'aéroport de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Reportage. Quel meilleur terrain qu'un lieu habituellement fréquenté par des civils pour des simulations d'attaque. Pour la première fois, l'aéroport de Saint-Joire a été le théâtre d'un exercice du 93e régiment d'artillerie de montagne. L'objectif, préparer au mieux les réservistes qui intégreront la mission Sentinelle. On dit toujours exercice difficile, guerre facile. Voilà. Donc on est un peu dans cette philosophie. C'est qu'on pousse effectivement sur l'extrême, voire même des fois l'exagéré, hein, l'irréaliste peut-être parfois, hein, mais c'est pour pouvoir effectivement montrer la dimension de ce danger, quoi. Pour certains engagés, cette mise en situation extrême est le point final d'une formation qui aura duré 1 an. Avant de découvrir le terrain pour la centaine de réservistes présents, il faut être prêt à réagir au pire. Je pense que déjà avec tout ce que j'ai acquis cette année en formation, j'ai déjà des bases solides pour pouvoir traiter des cas comme ça. Ce soir-là, les exercices allant de l'agression physique à l'assaut armé ont été rapidement gérés. Une satisfaction pour le sergent-chef Rudy. On a tendance à vouloir aller dans l'action et il ne faut surtout pas rester dans l'action. Il faut aussi couvrir ses camarades pour qu'ils puissent travailler en sécurité. Donc c'est ce qui a été fait et pour moi l'exercice a bien été déroulé.
Sur le territoire métropolitain, ce sont 10 000 hommes et femmes, dont 3 000 réservistes, qui sont déployés chaque jour pour Sentinelle. On estime à une dizaine le nombre d'incidents notables par mois visant l'opération. Voilà donc pour ce coup de chapeau aux réservistes du 93e RAM. Allez, on termine par quelques informations pratiques. D'abord, à l'approche des congés d'été et de vos éventuels déplacements à l'étranger, vérifiez bien la validité de vos cartes d'identité et passeports. Si vous devez les faire refaire, pour simplifier vos démarches, n'hésitez pas à faire une prédemande sur Internet. Pour cela, allez sur le site ants.gouv.fr. Et puis, on précise aussi que certains documents nécessitent des timbres fiscaux. Eh bien, sachez là aussi que vous pouvez les acheter en ligne sur le site timbre.impôt.gouv.fr. Vous recevrez alors votre timbre électronique par courriel ou par SMS. C'est la fin de cette édition. Jacques Muller, merci encore d'en avoir été l'invité. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 71 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.